Bon, Marc Urbain Proulx, vous le connaissez sûrement un peu. Il est connu dans la région. Il est professeur à l'Université du Québec à Chicoutimi. Professeur titulaire en économie régionale à l'Université du Québec à Chicoutimi. Il a publié plusieurs livres, dont le manuel d'enseignement Territoire et développement, la richesse du Québec en 2011. En 2022, il a publié Structuration au Québec de l'industrie mondiale de l'aluminium en mouvement, dans la revue Cahier de l'histoire de l'aluminium. Tu n'as pas d'autres présentations, c'est juste ça. Je vous présente Marc Urbain Proulx qui va sûrement, que Martine va surveiller à C'est pas moi qui surveille. Ah, c'est moi ça! Ça, c'est dur. Tu veux-tu le micro là ou tu veux t'asseoir ici? On va venir m'asseoir. On va s'asseoir ici. Oui, merci. Oui, bonjour, madame, messieurs. Alors, vous me donnez combien de minutes, madame la présidente? C'est 20, Ok, non. 25, Non, non, pas pour avoir le temps des questions et les Oui, échanges. non, pas de problème. C'est juste pour le savoir. Parce que j'ai beaucoup de matériel de cumulé sur ce secteur d'activité qu'on appelle l'aluminium. Et puis, je voudrais vous dire que quand j'ai plongé... Qu'est-ce que le Faut le micro? mettre vraiment. Faut que tu le manges. Faut que tu Vous le le manges. mangez? OK. Vous m'entendez? Oui. Excusez-moi, je ne croyais pas qu'il fallait manger le micro. J'en ai connu beaucoup de mangeurs de micro. Des noms, des noms. Des noms, des noms. Écoutez, je voudrais vous dire, quand j'ai plongé dans ce secteur d'activité-là, j'ai eu beaucoup de plaisir parce que c'est très complexe et puis ça bouge beaucoup. Ça bouge beaucoup. Ben là, Germain nous a montré comment ça avait bougé au début, là, notamment de 1910 à 1926, avant qu'on arrive à faire démarrer la première usine. Mais ça bouge depuis ce temps-là. Ça a bougé énormément au niveau technologique, au niveau des capitaux, au niveau de la demande. C'est un secteur d'activité, finalement, qui est, pour les économistes là, ou les analystes quelconques qui veulent faire une analyse sectorielle, qu'on appelle, là, c'est magnifique. Ici aussi, dans la région, c'est aussi magnifique ce que nous avons là. C'est pas rien, là. Un bassin hydrographique, d'abord, avec une forte pluviosité. Depuis 95 ans, ils n'ont jamais manqué d'eau. Ils nous annoncent en septembre, généralement au mois de juillet août, qu'ils vont manquer d'eau, là. Puis là, les médias s'alertent un peu, mais en réalité, ils n'ont jamais manqué d'eau, parce qu'il y a une forte pluviosité, puis en plus, il y a un fort dénivelé. Il y a 4 barrages, il y en avait 3, toujours 3 qui appartiennent à Rio Tinto, mais le 4e, c'est Hydro-Québec qui l'a construit. Et puis, il y a fort dénivelé, donc l'eau qui passe en dessous du pont ici, à Saguenay, là, ou à Chicoutimi, là, a été, pas toute, mais une bonne partie a été turbinée 6 fois. Dans les 4 barrages de la rivière Bonca, à l'île Maligne, puis à Chutacaron. Alors, vous voyez, oui. Y aurait-tu moyen de monter le volume? Oui. Le volume de... De votre Le micro. volume du t'entends son, parce mal. qu'en arrière, on n'entend pas bien ce que tu dis, Marc. Oui, donc je suis Faut d'accord. que tu le manges, le micro. Oui, je dois manger le micro. Pourtant, j'ai une bonne voix, hein? Pourtant, j'ai une bonne voix. Est-ce que vous m'entendez mieux derrière? Oui. OK, je vais pas crier. Alors, le bassin hydrographique du Saguenay-Lac-Saint-Jean, c'est important de le dire, parce que ce n'est pas rien du tout avec l'accès au fleuve, dans la mer. Des bassins comme ça, il y en a... Regardez, il faut juste s'entendre sur une chose. Le micro, il faut vraiment que vous le mettiez vis-à-vis de votre voix, puis que si vous bougez la tête par là, on ne vous entend plus, là. Peut-être qu'on pourrait changer Il de faut micro. vraiment que vous vous approchiez du micro. Peut-être qu'on pourrait changer de micro d'ici 6 heures. Comme ça, tu n'auras pas le fil. Oui. Tu vas pas le- Vous m'entendez? OK, ça va bien. Alors, vous soustrairez ces minutes-là, s'il vous plaît. Alors, je vais rapetisser mon introduction, là. C'est un métal de qualité aussi, beaucoup de qualité de ce métal-là. Et ce qui explique... OK, là, je vais arrêter de crier. Alors, c'est un métal de qualité qui est d'énorme qualité, qui est utilisé, et la demande est très forte. La production suit, et puis la demande prochaine, elle est très forte aussi. Je vais y revenir tout à l'heure avec des chiffres. Il y a des géants industriels dans cela. Maintenant, il y a des États qui sont propriétaires de la minerie. Une intensité technologique qui serait intéressante à faire. J'ai jamais investigué ça, là, parce que je
je ne m'y connais pas suffisamment, mais de voir comment la technologie a évolué depuis 100 ans, c'est magnifique, elle va continuer d'évoluer. Ils sont pris, l'industrie est prise avec un défi formidable actuellement, c'est de passer de l'énergie fossile à l'énergie renouvelable. Bon, tôt ou tard, ils vont devoir le faire, et puis l'enjeu est extrêmement important parce que ça demande beaucoup d'électricité pour produire l'aluminium, et l'électricité renouvelable va devenir de plus en plus chère, ce qui va rendre l'industrie de plus en plus difficile à devenir profitable. Alors, il y a des nouveaux producteurs émergents, bien sûr, les Émirats arabes, notamment la Russie, puis là maintenant la Chine. D'énormes capitaux, vive concurrence mondiale, la concurrence est très très forte, et secteur en bouleversement continu. Alors vous allez entendre parler d'ici quelques mois d'un autre bouleversement, il y en a tout le temps un, c'est régulièrement, il y a des chocs, il y a des bouleversements dans cette industrie-là, donc ça rend le secteur intéressant à étudier par ceux qui s'intéressent à l'analyse sectorielle, qui est une analyse spécifique, une analyse économique. Alors, le contenu de la présentation, je vais passer assez rapidement aussi sur la tragédie du Lac-Saint-Jean, que Germain a bien expliqué, que pour vous dire qu'il y avait un pacte social derrière la tragédie du Lac-Saint-Jean pour calmer les travailleurs, un pacte social qui a été défendu notamment par le maire de Roberval, qui s'appelait Scott, puis d'autres aussi, il voulait l'industrialisation du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Hein, puis c'est pas rien à l'époque, parce que c'était un rêve qui était bien incrusté dans l'élite locale et régionale à l'époque, parce que M. Gay, le maire de Chicoutimi, avait visité les parcs industriels de Chicago en 1892, puis était revenu ici en se disant que nous avions tout ce qu'il fallait pour industrialiser la région et devenir une Chicago du Nord. C'était ça qui circulait dans le progrès du Saguenay, Chicago du Nord. Alors, pour les gens, ça évoquait quelque chose de fort intéressant de la région, de construire le barrage, puis d'attirer Alcoa, puis qui est devenu Alcan, parce qu'ils se disaient, on va s'industrialiser, puis on va gagner des très bons salaires, etc. Donc, c'était ça le rêve qui était très présent. Germain pourrait en parler beaucoup plus que moi. Alors, c'est important, c'est probablement pour ça que la population... C'était probablement pour ça que la population est restée relativement passive, même si Onésime s'est fâché, puis quelques autres, là, parce qu'ils se disaient, c'est le progrès. Hein, puis le progrès du Saguenay, nous le disait régulièrement, c'est le progrès. Alors voilà, ça nous a donné un niveau de ce qu'on appelle aujourd'hui l'acceptabilité sociale du projet. Alors, je voudrais vous parler des grands bouleversements, mais je vais passer rapidement parce qu'il y en a eu plusieurs qui sont fort intéressants. C'est une industrie qui bouge beaucoup. Dans les grands bouleversements, il y a eu un qu'il ne faut pas oublier, puis il faut bien le mémorer. Ah, la diapo l'explique. En 1918, l'aluminium est rentré au London Metal Exchange. Donc, elle s'échangeait à la Bourse de Londres. Et puis, ça a changé beaucoup dans l'industrie, parce qu'il y avait 6 industries majeures, dont Alcan, qui contrôlaient le marché, puis qui fixaient les prix, puis qui pouvaient garder une marge de manœuvre assez importante, surtout qui contrôlaient le marché. Et en ouvrant, c'est dans le cadre de la mondialisation, en ouvrant sur le marché mondial, bien, ça a permis à d'autres joueurs de rentrer sur le marché, notamment les Émirats arabes, la Russie par la suite, et maintenant la Chine qui a pris une large part. La Chine a 57% de la production d'aluminium actuellement, donc c'est pas rien. Ils sont partis de zéro, ou presque zéro, et puis voilà. Et puis, une autre chose que j'aimerais vous dire dans les grands bouleversements, c'est la prime Midwest. Alors, les géants ont imposé une prime qui est une prime de transport. Ils ne l'expliquent plus comme ça maintenant, ils l'expliquaient comme ça à l'époque, là, il y a un certain nombre de temps. C'est une prime qui s'ajoute au prix du marché. Et cette prime-là, elle peut jouer par l'entremise des banques et des entrepôts, elle peut jouer, elle est quand même assez élevée, au-dessus de 400 $ américains, 470 $ américains, j'ai les chiffres précis, là. Elle bouge un peu, mais là, elle se tient quand même à un niveau assez élevé depuis quelques années, qui permet de bonifier considérablement le prix de l'aluminium. Alors, surtout quand l'aluminium vient bas, quand le prix vient bas à 2000 ou 2002, 2003, bien, cette prime-là de 475 rajoute une marge de profit intéressante pour la compagnie. Alors, pour les compagnies. Alors voilà, grosso modo, ce que je voulais vous signifier. Allons-y pour la prochaine diapo, s'il vous plaît. Encore une? Non, reculons. OK. Alors, voilà, cette production mondiale d'aluminium, on s'en va là, en 2050,
quelque chose projeté comme 175 millions de tonnes. C'est pas rien, là. On est à 96 millions de tonnes aujourd'hui, à peu près 98, 99, là. Hein? Donc 40% d'aluminium secondaire, puis en 2050, ça va être 50% d'aluminium secondaire. Alors ça nous prend, mis à part les alumineries qui vont fermer d'ici 2050, parce que probablement plusieurs vont fermer, parce qu'ils sont désuètes, puis ils fonctionnent au charbon. Alors ça nous prend 35 à 45 méga-alumineries, 1 million de tonnes. Maintenant, c'est ce qu'on se construit dans le monde, là, actuellement. Méga-aluminerie, ça nous prend ça pour être capable de satisfaire la demande de 175 millions de tonnes, hein, en considérant l'aluminium secondaire, c'est-à-dire le recyclage, qui prend une part de plus en plus. Donc, ça en prend des méga-alumineries, hein, quelque chose comme plus qu'une par année, d'ici presque 2 par année, d'ici 2050. Mis à part les alumineries qui vont fermer. Donc, l'industrie est face à un défi considérable de construire des alumineries pour fournir de l'aluminium en considérant qu'on doit les construire, si possible, avec de l'énergie renouvelable, parce que c'est ce qui s'en vient, tôt ou tard. Alors, on poursuit. Je vais regarder ça. On peut poursuivre encore. L'aluminium, OK. Alors, vous savez, l'aluminium demande beaucoup d'énergie. Regardez la production de la demande d'énergie. Elle aussi, c'est une courbe montante. On consomme de plus en plus d'énergie parce que l'Afrique et l'Asie veulent faire comme nous, s'éclairer, puis se chauffer l'hiver, puis avoir l'air climatisé l'été. Alors, on consomme à l'échelle mondiale de plus en plus d'énergie. Et en plus, on doit faire le virage vers l'énergie renouvelable. Alors là aussi, un défi considérable. C'est pour ça qu'il y a des investissements importants qui se font dans l'énergie actuellement. Et puis, alors c'est difficile d'imaginer, mais quand on regarde dans l'histoire de l'humanité, face aux grands défis, on a toujours trouvé les moyens de les relever, ou du moins, tant bien que mal. Alors on peut penser qu'on va relever le défi, puis qu'on va faire le virage énergétique, ou la transition énergétique au cours des prochaines années, puis que l'industrie de l'aluminium va probablement être un investisseur important dans ce domaine, notamment les Émirats arabes, qui semblent avoir, mais qui ont beaucoup de capitaux à investir. Eux, l'enjeu est très important, ils fonctionnent au gaz, les Émirats arabes, puis ils ont beaucoup de soleil. Alors on peut penser qu'ils vont faire évoluer les technologies au niveau de la captation du solaire. Alors, la prochaine diapo, s'il vous plaît. Alors, regardez, au Québec, pendant que l'industrie... Sa courbe est assez importante. En 1940, regardez, le Québec avait une part de 25% de la production d'aluminium au Québec, au monde. Et là, ça descend depuis ce temps-là. Mais en 1978, vous voyez, il y a un rebond, là. Alors, j'ai mis les deux flèches pour bien marquer, pour bien illustrer une période de mise en production du complexe Lagrande. Alors, de 80 à 87-88, le Québec, pour les plus anciens ici dans la salle, vous vous souvenez, on a vu l'eau qui débordait des barrages de la rivière Lagrande, et puis le gouvernement du Québec a finalement à peu près donné son électricité pour attirer plusieurs alumineries au Québec. Bon, et ça bouge, hein, le micro. Et puis au Québec, notamment, on a eu Bécancour, on a eu Deschambault, deux alumineries qui me semble qui auraient dû être là où on produit l'électricité, là, c'est-à-dire en région, en tout cas, sont là. Et puis là, à partir de 2008-2009, vous voyez, la courbe redescend. On est autour de 5% de la production mondiale d'aluminium, alors qu'on a déjà été à 25%. Ça s'explique par le fait que même si on a de la belle électricité, on négocie, enfin, les compagnies ne sont pas toujours preneurs de notre électricité. Le plus bel exemple est actuellement au prix qu'on le fait. Alors, la prochaine diapo montre bien la courbe de Rio Tinto, la productivité. Regardez, depuis 1975, ils ont monté la production, en fait, à tripler. Vous voyez, on est passé de 450 000 tonnes à 1 300 000, 1 350 000, dépendamment des années, alors que l'emploi, lui, a chuté drastiquement. Grosso modo, pour être synthèse, on a perdu 2/3 de l'emploi dans le secteur industriel, puis on a multiplié par 3 la production. Alors c'est ça les dernières décennies. Ça illustre bien que la compagnie est compétitive, est productive, elle met de la technologie pour remplacer des emplois, mais nous, comme région, avec le pacte social de 1927, où on devait industrialiser la région, bien, on se dit, ben voilà, ça ne marche pas. Ou on perd des emplois. Le milieu réagit au sommet de 84. Il y a eu une réflexion très importante.
sous le leadership de notre recteur à l'université, de Gilles Bergeron, qui était économiste à l'époque, de service pour. Et puis on s'est dit, bon, on va transformer l'aluminium. Alors là, on s'est doté d'une stratégie de transformation de l'aluminium. Et puis, bien, ça fait consensus. L'université a créé un bon nombre de centres de recherche autour. l'UQAC a fait l'effort de promouvoir la transformation de l'aluminium. Mais après un certain nombre d'années, on s'aperçoit que c'est très difficile de faire la transformation de l'aluminium pour la simple raison que la compagnie n'embarque pas dans le jeu. Puis pourquoi qu'elle n'embarque pas dans le jeu? Elle embarque avec des petits clins d'œil ici et là. Parce que la prime Midwest, elle ne veut pas la perdre. Alors, quand elle a son aluminium primaire, elle reçoit actuellement 478 $ US de plus de la tonne que si elle l'offre à la région. À moins de sous. Donc, c'est bien évident que quand elle l'offre à la région, il y en a quelques-uns qui achètent l'aluminium, ben, il faut qu'ils payent la prime Midwest. Comme ça, ils ont deux coûts de transport à payer. Le coût de transport, même s'ils sont à côté de l'aluminerie, ils payent le coût de transport d'avoir accès à l'aluminium. Comme Seattle, le même coût de transport, comme le Midwest, comme le Texas, c'est le même coût de transport partout en Amérique. Et puis, ils doivent payer le coût de transport pour livrer leurs produits finis vers les grands marchés américains, le Texas, le Midwest, Seattle, puis New York, etc. Alors, vous comprenez que là, on a notre avantage comparé dans la région, pour parler comme un économiste, là, notre avantage comparé de la région, c'est d'être près de l'aluminerie, mais on ne l'est plus, parce qu'on paye le même coût de transport que partout en Amérique. Alors, et puis on ne pourra pas changer ça. Regarde, c'était mis, diffusé ça dans les médias. Je me souviens très bien quand l'usine Novelis a fermé ici à Vida, j'ai écrit pendant la nuit un petit article pour expliquer qu'est-ce qui se passait. Puis on accepte, finalement, on accepte. Allez-y pour les autres diapos, je sens que Madame la Présidente va me dire. Là. Alors voilà, là, nous, on voudrait bien avoir une méga-aluminerie dans le complexe d'Arvida, mais pour le moment, ils nous offrent 80 000 tonnes au total. C'est un petit peu plus, mais quand on soustrait, ce qui va être soustrait dans les cuves qu'on va fermer, les précuites, ben c'est 80 000 tonnes actuellement qu'on offre dans la région, alors qu'on voudrait une méga-aluminerie de 1 million de tonnes. Alors, c'est 8 de notre méga-aluminerie qu'on attend dans ce complexe d'Arvida. Là, c'est pollué, c'est un site industriel, ils ne pourront pas faire autre chose qu'un site industriel avec cela. Bon, allons-y, on poursuit, s'il vous plaît. Milieu régional propose sa stratégie. Bon, alors on continue, parce que je suis allé vite, allez, continue. Alors voilà, la filière d'aluminium, ce qu'on voudrait, nous, c'est la première, la deuxième, la troisième transformation. Ce qui est en haut, c'est ça qui est important, c'est l'énergie. Alors, Madame la Présidente va me dire, quand il va me rester 3 minutes, là, mais je veux pas... OK, j'ai encore du temps. Alors, c'est ce qu'on voudrait. Le moteur ici de la région ne vous l'aurait pas, c'est l'énergie en haut. C'est pour ça qu'ils sont ici, là. C'est pas pour autre chose. De l'énergie renouvelable. Et on a un port en eau profonde, évidemment, pour recevoir l'alumine ou la bauxite, et puis expédier nos lingots. Alors, c'est bien important. Nous, on veut une première, deuxième, troisième. La troisième transformation, mettez les données, s'il vous plaît. Faites avancer d'un coup. OK. La troisième transformation fonctionne bien. Pourquoi? Parce que le marché est là. Les industriels, de plus en plus, utilisent l'aluminium pour faire leurs produits, les fenêtres notamment, ou les portes, des choses comme ça. La deuxième transformation fonctionne très, très peu, puis la première non plus. Pourquoi? C'est parce qu'on livre nos lingots à l'état brut. On avait une Novelis qui faisait le taux. Puis ils ont fermé pour transférer leur production à Oswego, qui est une usine de laminage dans l'État de New York. Oswego, là, il y avait 5 minutes, je ne l'ai pas, je sais, à expliquer sur Oswego 1 en 1944, quand le premier ministre Godbout s'est opposé à la localisation d'Oswego, de cette usine-là à Oswego, il a voulu ici, mais Alcan n'a pas voulu à l'époque. Et Oswego 2, c'est quand ils ont fermé le laminoir pour transférer la production là-bas. Alors, dans les équipementiers aussi, c'est la courbe la plus importante. Les équipementiers, ça va bien. Ils ont des contrats, puis exportent de plus en plus leur technologie. Alors, c'est un succès de la vallée de l'aluminium. Les équipementiers, les fournisseurs, il faudrait voir les volumes. Alors, j'ai juste le nombre d'entreprises, on n'a pas les volumes, évidemment, ni par les statistiques, ni par enquête, parce que... Alors, ce serait intéressant de voir les volumes d'un fournisseur.
Je vais vous faire une petite enquête là-dessus. Mais ceci étant, et puis la troisième transformation, la première fonctionne peu, la deuxième non plus. Et puis, mais par contre, Rio Tinto, lui, comme je vous le disais, ils ont triplé leur production d'aluminium primaire. Alors, la vallée est un succès pour le producteur d'aluminium primaire, parce qu'en plus, les équipementiers sont en concurrence entre eux, sont subventionnés par l'État, ou du moins ils ont accès à des programmes. Alors, mais comme ils sont entre eux, finalement, à l'autre bout, c'est l'acheteur principal, des Rio Tinto, qui bénéficie finalement des aides gouvernementales. Alors, ceci étant, on continue. OK. Les difficultés, c'est la prime Midwest et le protectionnisme américain. Les Américains veulent beaucoup avoir la transformation de l'aluminium, ils subventionnent, etc. Le Buy American Act, là, c'est pas abstrait, là, c'est très concret. La domination de la majeure industrielle, nous sommes totalement dominés et on l'accepte. Et puis les acteurs régionaux satisfaits, c'est très important de le dire. La population dans la région, si vous questionnez votre gens, ils disent oui, Rio Tinto, c'est bon pour nous. Avec raison aussi. Hein, parce que leur père travaillait là, puis leur grand-père, et tout ça, bon voilà. Alors, grosso modo, il y a un consensus dans la région d'accepter cette compagnie-là. Bien sûr, on l'accepte, la compagnie, il faut l'accepter. C'est-à-dire qu'elle pourrait peut-être concéder un certain nombre de choses pour aider à terminer l'industrialisation de la région qui s'est arrêtée avec les lingots. Et nous, on voudrait que ça continue ça ne créerait pas des millions d'emplois non plus, là, mais ça créerait quand même sûrement quelques bonnes centaines ou quelques milliers d'emplois qui permettraient en fait de combler les emplois qu'on a perdus dans le secteur d'activité depuis 40, 50 ans. Un système relationnel sectoriel éclaté, alors notre système est très, très... Même la vallée ont essayé de mettre les gens ensemble, mais c'est pas simple, parce que les équipementiers, les fournisseurs sont en concurrence. Et puis, il faudrait avoir une force collective. C'est ça qui était bien voulu par Bernard Landry quand il a annoncé la vallée de l'aluminium en 2002. C'était pour nous créer quelque chose. Puis il l'a clairement dit. À Alma, il a dit, gars, c'est à vous autres, là. Vous avez une table. Mais c'est pas tout d'avoir une table, il faut encore asseoir les convives. Et puis les faire réfléchir. Parce que l'idée là-dedans, là, je vais te donner un concept un peu théorique, là, mais l'idée, c'est d'apprendre, hein, l'apprentissage collectif, apprendre à s'organiser et à se développer. C'est ce qu'on a de la misère à faire. Un système relationnel beaucoup trop éclaté, peu ou pas de visionnement régional sur l'énergie. Alors l'énergie dans la région, depuis 1928, Germain n'a pas pu le dire parce qu'il n'y a pas eu le temps, mais on n'a jamais eu une table ou un conseil ou une association ou un lac à l'épaule sur l'énergie. C'est la première source de création de richesse dans la région, monsieur. Que les papetières en profitent, certaines scieries, puis évidemment l'industrie de l'aluminium. On n'a jamais réfléchi collectivement à notre trésor. Hein, notre trésor. Absence de face-à-face global avec le donneur d'ordre, on n'en a pas non plus. On n'a pas une table qui s'assoit avec le donneur d'ordre. C'est émietté, chacun essaie de ramasser un petit peu de bonbons dans sa poche. Puis, grosso modo, on a une relation avec le système de relations publiques. On n'a jamais accès au patron, ou très peu. Et puis, donc, bref, on n'a pas de force collective, on n'a pas de face-à-face avec la compagnie. Alors, ne vous surprenez pas si c'est eux qui nous dominent. Bon, on continue. 5 minutes. 5 minutes. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Alors, le prix actuel du métal est à 2660 avant-hier, là, mais il est à la hausse. Il va monter jusqu'à 4000 selon certains experts. Hein? Prime Midwest est actuellement de 470 $ américains. Donc, ça leur fait à peu près 3000 $. C'est dans des prix records qui sont à la hausse. Alors, c'est pas l'aluminium est un bon prix, donc c'est bien, parce que l'industrie va faire des profits, va pouvoir réinvestir là où il faut qu'ils réinvestissent, c'est-à-dire dans des sources d'énergie renouvelable, pour être capable de rester des citoyens corporatifs, comment dirais-je, encore acceptables à l'échelle planétaire. Soit 14% de bokeh, trop profitable, la prime Midwest restera. Alors, pour ceux qui veulent la transformation de l'aluminium en développement de l'Ouest, moi, en tout cas, je n'y crois plus. D'ailleurs, on a trop fait pour assez dans... Alors, elle va rester là, elle est trop profitable à 470 US, même si ça baisse un peu. La compagnie ne se départira pas de ça. Il ne faut pas penser à eux. Ce qui est important pour une compagnie comme ça, c'est de générer des dividendes pour les actionnaires. Il ne faut pas penser que... Alors, on continue, s'il vous plaît. Alors, on continue. Je vous laisse faire les relations. 3 minutes. OK. Satisfaction des acteurs régionaux, c'est un point important.
Alors, reste autour de 3500 emplois directs. Alors, c'est ce qu'on me répond au dépanneur quand j'ai une madame, pas m'agresse, mais m'accoste pour me dire, M. Proulx, vous êtes contre Rio Tinto? Non. Mais elle dit, mon mari travaille là. Puis, bon, alors, 3500 emplois, c'est encore quand même considérable dans une région comme la nôtre. Et puis, on est satisfait de ça. Beaucoup de fournisseurs, de sous-traitants satisfaits. Beaucoup d'équipementiers en relation directe, puis ils ne veulent pas blesser le donneur d'ordre. Alors, actionnaires favorables à la profitabilité, on a des gens dans la région qui ont des actions, avec raison, la profitabilité de Rio Tinto. Ils trouvent ça très intéressant. Alors, système de relations publiques très étendu de la majeure, sont partout, sont ramifiés partout, le monde a un salon mortuaire partout. Bon, non, c'est ça, vraiment, c'est impressionnant. C'est impressionnant. Puis quand c'est un ancien, il arrive avec un bouquet de fleurs. Non, mais c'est impressionnant de voir la ramification de leur système de relations publiques. Acceptabilité sociale élargie en regard de la majeure, du donneur d'ordre ou de la grande compagnie. On continue. Alors, stratégie québécoise, c'est ça un point très important, Madame la Présidente, que je vais faire pour conclure. Alors, le gouvernement du Québec va investir entre 150 et 180 milliards de dollars. Ici, dans la région, on va avoir 9 milliards d'investissements dans l'énergie renouvelable. Des barrages, etc. Pas des barrages, mais l'éolien, peut-être des barrages. Mais l'éolien, hein, peut-être la biomasse un peu. Bref, on va avoir des investissements importants. S'il vous plaît. On va avoir des investissements importants. L'Est du Québec s'est organisé. L'Est du Québec, Gaspésie, Bas-Saint-Laurent ont une alliance. Excusez-moi. Germain. Oui. Je ne réussirai pas, parce qu'on ne réussit jamais ici au Saguenay. D'habitude, on a vu ça derrière, d'habitude, la majorité des gens sont derrière, debout, puis il y a hâte de partir. OK, alors, OK, je disais 9 milliards d'investis dans la région, dans l'énergie renouvelable, c'est ça, ça s'en vient. La Gaspésie Bas-Saint-Laurent a une alliance de 200 municipalités, puis négocie directement avec Hydro-Québec des redevances, ou du moins puis une participation au projet. Nous, on a tout intérêt à s'organiser. On a déjà une société d'énergie communautaire du Lac-Saint-Jean qui ont fait Mastoyatch, la 11e chute, avec succès. C'est rentable à faire. Puis il y a des projets complexes. Mastoyatch, pas Mastoyatch, Val-Jalbert, excusez, c'était complexe, avec l'environnement, avec le tourisme, etc. On a réussi ça. Donc, ici à Saguenay, on a 3 barrages. On a hérité d'Hydro-Jonquière, puis là, on a 2 autres barrages sur la rivière de Chicoutimi. On a déjà une capacité de réflexion, puis une capacité de capitaliser. Alors, il faut s'organiser mieux pour pouvoir, le 9 milliards, pour pouvoir participer de plein fouet à ces investissements. Et quand je dis 9 milliards, on a vu les projets, là, il y a encore du potentiel. C'est pas tout le potentiel qu'ils utilisent. C'est une partie du potentiel. Puis il y a de plus au nord du potentiel. Le réservoir de la Cagnapisco, le réservoir de la Rivière-la-Grande, il y a un bassin là où il y a un gisement éolien là, formidable, qu'on n'a pas parlé encore. Là. Il est là. Hein, la compagnie Siemens va faire un projet, M. Charest, à l'époque, 4,6 milliards pour harnacher ce gisement éolien-là. M. Charest a refusé parce que ce que la compagnie demandait, c'était trop, là. Trop d'exigence. Alors bref, on planifie, Rio Tinto planifie, les producteurs Hydro-Québec, on a une planification assez forte. La SVA, la Société d'énergie communautaire du lac, Hydro-Jonquière, proactivité stratégique de Mastoyatch. Mastoyatch, eux autres, ils veulent participer. Il faudrait les suivre. Hein? Et puis, engagement de certaines coopératives. On planifie chacun de notre côté avec nos morceaux de plan. Il faut s'asseoir ensemble. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Il faut s'asseoir, élargir la vallée à tous les acteurs. Hein, c'est la dernière. OK. Alors, ouais, c'est lui qui m'a averti, il est bon. Alors, recommandations. Il est jaloux, oui. 3 recommandations, s'il vous plaît. La première, c'est d'élargir la table de la vallée à tous les acteurs concernés. Pas seulement les équipementiers et les fournisseurs. Il faut élargir ça et faire une vraie table. La deuxième recommandation, qu'on se dote d'une alliance d'énergie de l'Est du Québec, élaborer un plan global de l'énergie renouvelable. C'est ça qu'il nous faut. Mais il nous fallait déjà il y a 15-20 ans. Mais il nous le faut absolument là. On est rendu là. Sinon, ça ne donne rien. On pèle des nuages. Il faut s'organiser mieux que ça. Troisième recommandation, avoir un principe, élaborer un principe de développement régional établi à partir de
La mise en chantier d'installations énergiques en région par Hydro-Québec s'avère conditionnelle à la valorisation industrielle en région d'un pourcentage de l'énergie renouvelable. Voilà. Alors, vous voyez, Bécomo, là, ils ont bougé, puis là, ils vont avoir une industrie dans le domaine de l'hydrogène. Hein, ça a sorti hier, etc. Ça a sorti il y a quelques semaines. Non, mais ce que je veux vous signifier, c'est qu'il faut demander absolument que l'énergie renouvelable nouvelle qui va être produite dans la région, qu'il y ait un pourcentage qui soit utilisé ici. On ne peut pas faire comme Forestville. Forestville, ils ont construit 2 barrages sur la rivière, hein, et puis Bercimis 1, Bercimis 2. Marc Urbain, En terminant. en terminant. Et puis, ils n'ont obtenu rien. L'énergie part ailleurs. Alors, la BGM, c'est la même chose. Alors, je vous remercie beaucoup de votre attention et je pourrais à quelques questions. Alors, merci beaucoup, Marc Urbain. Je ne sais pas s'il y a des questions. J'ai mis d'autres micros. Vous vous souvenez qu'il faut parler proche pour qu'ils veulent manger. Là. Moi, j'en ai une question. C'est ouvert? Et vous l'avez ouvert. Bon, voilà. Donc, j'ai une question. La fameuse prime Midwest, là, c'est qui paye cette prime-là? C'est les acheteurs d'aluminium. Et alors, ils payent le prix du marché plus la prime Midwest. Alors, ça va à la compagnie. Ben, il y a du entreposage un peu. Les banques sont propriétaires. Je dis les banques. Certaines banques sont propriétaires de certains entrepôts. Et là, il y a sûrement un pourcentage qui va pour l'entreposage, pour le transport. Mais grosso modo, c'est la compagnie qui engrange. Fait que c'est comme si la... Pas la compagnie, je veux dire. Les acheteurs qui payent. C'est eux qui payent la prime Midwest. Donc, c'est comme si le prix de l'aluminium en Amérique du Nord était plus élevé. Oui, il était plus élevé. Ils ont une prime similaire en Europe, puis une prime similaire au Japon aussi. Il y a trois zones qui ont protégé leur marché. Fait que quant à moi, ça ne devrait pas être un empêcheur de faire de la transformation, puisque les transformateurs la payent. Oui, mais nous, on le paye 2 fois. On paye le coût de transport on est à côté de l'usine, puis on paye le coût de transport pour livrer. Par exemple, on a parlé de Swego tout à l'heure. Ben, Swego, lui, il est à proximité de ses clients. Fait que son coût de transport est limité. Juste une question. Qui fixe le coût de transport de l'aluminium? Parce que si on est à côté de l'usine, qu'on paye la même chose que si on est à 1000 km, c'est qui décide ça? Ben, c'est le London Metal Exchange. Quand on achète notre métal, il nous tarife la prime Midwest. Mais la prime Midwest, c'est pas le London Exchange. Oui, c'est elle qui l'impose. C'est elle qui l'impose. C'est elle qui l'impose. OK. Alors, ça serait intéressant d'investiguer ça en détail. Il y a très, très peu d'informations sur la prime Midwest. D'abord, de toute façon, il y a très peu de spécialistes qui s'intéressent au secteur de l'aluminium sur cette planète. Là. Très, très peu. Très difficile, vous chercherez, vous allez voir, les textes scientifiques sont relativement rares. Vous êtes rare. Oui. Vous êtes rare. Pour ceux qui s'intéressent, j'ai un papier que je viens de publier dans une revue scientifique sur le sujet, il est dans mon sac. J'ai mon PowerPoint ici aussi pour ceux qui veulent avoir les détails. Monsieur. Moi, j'avais mentionné que la région devrait se développer en plan d'énergie durable. Oui. Moi, je vous demande, c'est qui les acteurs qui devraient s'impliquer à développer ce plan-là? Bien, les municipalités, d'abord, ils sont déjà impliqués. Ici, à Saguenay, on a déjà 3 barrages. Et puis, au Lac-Saint-Jean, ils ont une société d'énergie communautaire avec les municipalités plus Mastoyage. Et puis, d'abord, les municipalités. Ensuite, la société civile organisée, l'environnement, notamment, ces gens-là. Pardon? Les syndicats, bien sûr. Les syndicats, ils devraient être là de premier chef. Et puis le secteur privé devrait être impliqué aussi, parce qu'il y a des acheteurs, il y a des gens qui voudraient de l'aluminium ici pour le transformer. Là. Mais la prime Midwest les décourage, ou du moins rend leur coût de production plus élevé, alors qu'il faut qu'ils livrent après vers les marchés. Et puis le gouvernement peut-être, on a une municipalité locale, les directions régionales des ministères ne s'intéressent pas beaucoup à ça, ou du moins ne s'impliqueront pas là-dedans, mais peut-être le conseil régional de l'environnement, les gens comme ça. Et à votre connaissance, il commence à parler de ça. Là. Non, pas beaucoup. Ben, peut-être qu'il se parle un peu de ça, mais il devrait avoir un leadership pour mettre en évidence qu'il faut absolument mieux s'organiser. Là, les investissements vont passer au-dessus de notre tête, là. Sans qu'on ait droit de regard à cela. Et puis, si c'est un groupe,
rapidement, Rio Tinto va s'impliquer, va offrir des bonbons pour récupérer l'affaire. Ça, c'est très clair. On l'a vu avec la vallée de l'aluminium. Un an après, ils ont créé le Bureau régional de l'industrialisation pour illustrer pour s'impliquer dans l'affaire. Alors, c'est très clair que dès qu'ils forment un groupe, Rio Tinto va arriver avec ses bonbons. Bon, merci, M. Blackburn. Il y a un autre intervenant. Vous parlez de l'argent que doit rester dans la région, là, les profits et tout ça. Nous autres, on est 6500 retraités, on avait 50% de l'indexation, ils nous l'ont enlevé. OK, pour nous donner même pas des pinottes, des cases de pinottes. C'est à rentable pour la région des retraités. On dépense notre argent ici. Rio Tinto, là, ils ont fait 2,5 milliards pour le 2 ans. L'année passée, 1,5 milliard. Ils nous enlèvent l'indexation. Nous autres, notre indexation, c'est pas partir en peur. Là. Moi, là, ça fait 20 ans que je suis sorti là-dedans, puis rien que 2000 pièces par mois. Là. OK? Pas d'indexation cette année, là. Je viens de perdre 17 %. OK? Je m'en vais où? Je m'en vais dans la pauvreté sur le bien-être. Puis si les gens, la région nous avait appuyés, nos élus, là, nos peureux, là, comme tu as vu dans les années 20, là, qui ont fait dans les culottes, là, ben, ils l'ont fait aussi. Là. Au lieu de se tenir de quoi? Ils nous appuyaient en disant c'est dans le valeur, mais vous allez les payer, les retraités, c'est de l'argent, ça vient dans le Monsieur. L'autre argent, c'est en Australie, en Angleterre. C'est beau, ça. Vous avez parfaitement raison, votre cause est très honorable et très valable. Là, on va avoir le sujet au cours de la journée, il va y avoir un conférencier sur le sujet, on pourra l'élargir. Vous avez parfaitement raison. Mais Rio Tinto, eux, leur objectif, c'est de maximiser leur profit. Et puis, s'ils le font bien, ils ont une prime à la fin de l'année en action de la compagnie, souvent. Alors, regarde, le système est bien fait pour que tout le monde soit solidaire à maximiser les profits de la compagnie. Maintenant, votre point que vous soulevez, monsieur, est très important. Merci, Marc Urbain.